On va parler à présent de L'âme de fond avec son auteur, Chris Costantini. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ce livre qui vient de paraître aux éditions Glyph. Vous avez un parcours atypique, Chris, on est bien d'accord. Chris, c'est votre vrai prénom ? C'est Christophe. C'est Christophe. Bon, voilà. Ok, Chris, ça faisait... fait mieux pour les polars, ça fait mieux. Voilà, ça on claque, est bien d'accord. Ça claque. Ça claque. Chris Costantini. Costantini, c'est votre vrai nom ? C'est Costantini, oui, c'est le nom de ma maman qui était corse. Oui, on a bien reconnu. Et je suis très fier de ma corsitude. Mais vous pouvez être fier. C'est pour ça que nous allons avoir beaucoup de points communs. Mais oui, c'est pour ça. D'abord, c'est une île magnifique. J'allais dire un pays, mais je me merveillé par certains. C'est un endroit absolument somptueux. On en parlait en antenne. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, il y a eu un documentaire important qui montrait effectivement à quel point pendant la guerre, les Corses avaient caché les Juifs et à quel point il n'y a eu aucun Juif déporté de Corse. Parce qu'on disait en riant, mais c'est vrai, hein, un Corse, ça dénonce pas. Hein. Non, ça répète pas. Hein. Ça ne dit rien du tout. Bon, la Corse, ça c'est juste pour votre nom de famille, mais votre parcours, il a été assez... Vous êtes né en Afrique ? Je suis né en Afrique, au Gabon. Après, j'ai passé à peu près une quinzaine d'années à voyager. Oui. Jusqu'à Djibouti, ce qui m'a donné, et au Yémen, à cette époque, le point de départ du livre dont on va parler. Oui. Après, mes parents m'ont viré au collège Stanislas, Oui. où j'étais interne. Là, c'était très très dur parce que je suis passé de Montmanguier à un peu plié au temps froid, puis surtout au peu d'ouverture d'esprit qu'il y avait à cette époque-là. Ensuite, j'ai fait maths sup, maths spé, j'ai fait des études d'ingénieur agro. Je suis parti en Afrique pour me rendre compte que je servais à rien, je voulais irriguer. J'étais un très mauvais ingénieur et je crois que le premier geste pour l'environnement, c'est moi qui l'ai fait puisque j'ai arrêté d'exercer ce métier-là. Et donc ensuite, j'ai monté une boîte avec un associé qui s'appelle Athème. Vous savez, ce sont les grandes bâches qu'on voit sur les chantiers, les valises Vuitton, etc. Et puis... je m'embêtais un petit peu à la maison avec mon ex-épouse et c'est gentil pour l'ex-épouse. Ça plus des miasmes familiaux où en fait tout d'un coup tout un tas d'assassinats ont ressurgi. Ouais. On fait que j'ai écrit un premier livre qui s'appelle La Note Noire qui a beaucoup marché. Puisque j'ai eu le prix du festival de Beaune avec et j'en ai vendu plus de 40 000 des projets dans le cinéma. Ça c'était aux éditions du Masque. Après Michel Lafon m'a fait Un appel du pied, j'ai donc publié mon deuxième toujours avec le même héros chez eux. Là on a fini deuxième d'un concours à Liège qui s'appelle le Festival de la Plume de Cristal. Et puis pour le troisième que vous avez entre les mains, j'ai décidé de le lancer d'abord sur Internet, sur Amazon. Là, c'était absolument formidable en termes de résultats. Et puis maintenant en papier sur forme de chez Glyph. Et je viens de finir le quatrième. Génial. Donc toujours avec le même héros ? Toujours avec le même héros. Alors moi je vais vous dire, j'ai pas lu les deux premiers, mais du coup je crois que je vais les lire. On peut, hein, il y a pas de suite, même si c'est le même héros. Alors ce héros dont on va parler, qui s'appelle Tel, il a été flic pendant une trentaine d'années. Au début du récit, il a arrêté d'être flic, mais il reste dans le même domaine, parce qu'il va se lancer comme détective privé. Il va avoir tout de suite, il a à peine le temps de s'installer dans son cabinet, il va avoir une première affaire qui démarre, on va dire de manière classique, une femme qui vient le voir, une femme qui lui dit dans le courant de la conversation qu'elle est très malade en fin de vie et qui lui amène une carte postale. Tout à fait. Tout part de là. Alors la carte postale, racontez-nous la carte postale. D'abord la carte postale, c'est une histoire un peu familiale, puisque nous avons jamais connu mon arrière-grand-père qui a envoyé une carte postale à mon arrière-grand-mère disant « Rejoins-moi, je fais fortune à Cincinnati ». Ah oui, donc il y a du vrai, sauf qu'il n'a pas mis l'adresse. Donc si ça se trouve, on a des cousins éloignés à Cincinnati qui sont sur des jets privés et des yachts. Donc ça, c'est le point de départ de l'histoire, en me disant qu'est-ce que je pourrais en faire. Et puis, parce que je mets un point d'honneur à ce que tout ce que j'écris soit vrai. Après, c'est romancé. Et puis, si vous voulez, j'ai une autre histoire familiale que j'ai pris de plein fouet. C'est que j'ai eu un grand-oncle qui était, entre guillemets, collaborateur, je vous en parlerai après, et mon père qui, lui, était résistant. D'accord. Et j'ai assisté donc en fait assez paradoxalement aux discussions entre les deux une fois que tout était effacé. Et je me suis dit mais il y a un truc étonnant là. Il va falloir que je creuse quand même. Et puis moi j'ai 53 ans bientôt. J'avais pas perçu du tout la réalité de l'Holocauste. Je n'avais pas du tout perçu le rôle de la Suisse et des banquiers suisses vis-à-vis du peuple juif. Et ça m'a retourné. Et je me suis dit, il faut vraiment que je construise une histoire autour de ça, parce qu'il faut réhabiliter certaines personnes et parler vraiment de faits précis. Ce qui s'est passé. Alors, ce qui est génial dans votre livre, Chris Costantini, c'est qu'à la fois, il y a la recherche comme ça de Tel qu'on va suivre et de son associé, la jeune Carole.
et il y a derrière tout ce qui est historique. Alors, je ne veux pas tout dévoiler, mais à vous peut-être de nous dire ce qui est vrai ou pas par rapport à la Seconde Guerre mondiale, à l'ordre des nazis, ça on peut le révéler, aux histoires de sous-marins qui ont été enfouis avec de l'or et pour lesquels on serait en train de rechercher l'or aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, mon héros s'appelle Tell pour Thelonious parce que je suis un passionné de jazz et je construis un peu mes romans comme de jazz en voilà, comme des scènes de jazz. C'est-à-dire que le jazz, on sait comment ça commence, on sait comment ça finit et au milieu, ça s'improvise. Mais il faut que ça s'improvise avec des choses cadrées. Donc, j'ai déjà d'abord été très, très, très étonné de ce qu'était la Kriegsmarine, donc la marine allemande. Parce qu'en fait, c'était entre guillemets un peu comme toutes les marines des royalistes. Et il y a même des choses étonnantes. Il y avait des patrons de sous-marins qui rentraient dans le port de l'Orient et qui, avec un hygiaphone, disaient « Est-ce que ce con d'Hitler est toujours là ?» C'est vous dire, entre guillemets, leur indépendance. Voilà, indépendant et à la fois complètement isolé, des fois pendant totalement, mois. Ils savaient pas, pour le coup, ils savaient vraiment pas ce qui se passait. Et je vous conseille un livre magnifique qui s'appelle Das Boot, qui est quand même incroyable, qui montre le courage de ces hommes-là, de ces jeunes hommes-là qui avaient 20 ans, 23 ans, qui étaient patrons d'une cinquantaine d'hommes. On savait qu'un sous-marin sur 3 revenait. Donc ça, déjà, ça m'a intéressé. J'ai essayé de trouver un ancien patron de la Kriegsmarine en vie. J'ai été jusqu'à Labbeux, là-bas. Labbeux, c'est une base nautique où vous avez donc ce monument aux morts avec tous ces marins qui sont morts. Malheureusement, j'ai pas réussi à le retrouver, mais j'ai été donc à Vincennes, ou au fort de Vincennes, vous avez des archives. Je me suis beaucoup renseigné et donc en fait, c'est déjà le premier volet. Le deuxième volet de ce qui m'a passionné, c'est je voulais comprendre pourquoi justement les Juifs avaient été meilleurs que tout le monde, que ce soit dans le cinéma ou dans la musique ou dans le jazz. Je me suis dit, il y a forcément une explication. Et j'aborde aussi ce thème dans ce qu'on appelle le streetwise. Comment est-ce que la rencontre entre deux peuples, le peuple opprimé noir, le peuple juif opprimé... Alors là, j'ai appris quelque chose moi, dans votre livre, je vous interromps, pardon, par rapport à Louis Armstrong. Oui. Louis Armstrong a porté l'étoile jaune. Oui, il a été protégé par la famille. Oui, c'est incroyable. Ouais. Il était très très fier. Il a été recueilli par une famille juive qui lui a offert son premier cornet. Et du coup, par solidarité, il a porté l'étoile jaune. Exactement. C'est Alors oui, vous racontez dans le livre aussi parce que tel notre héros va avoir un ami qui va venir squatter chez lui, on dirait aujourd'hui, qui est effectivement un jazzman et qui lui aussi est fou de jazz. On a l'impression que dans toutes les épreuves de sa vie, tel, ça l'a beaucoup soutenu. Et donc, il parle effectivement des liens entre le peuple noir et le peuple juif. En fait, pour faire un raccourci, vous êtes à Chicago il y a à peu près 80 ans. Les Juifs ont fui les pogroms, les Noirs ont fui les plantations de coton, et tout ce petit monde se retrouve les uns sur les autres. Et en fait, les Juifs sont à l'écoute de ce qui se passe dans la rue. Ils voient les Noirs taper sur des bidons, certainement, ou jouer avec de l'instrument. Ils se disent, mais c'est le début des radios aussi, donc tiens, on va les enregistrer. Et en fait, tous ces Juifs qui étaient tapissiers, commerçants, etc., vont devenir producteurs et vont s'engouffrer dans l'univers du cinéma. Donc beaucoup vont migrer en fait en Californie, la Goldwyn, Monsieur Goldwyn, Monsieur Meyer, etc. Et vont faire une fortune en ayant du nez, tout simplement. Alors après, il y a des grands débats. Vous lisez le livre de Miles Davis, vous lisez tous les livres de jazzman, ils disent tu m'as arnaqué, etc. Mais en même temps, Rudi Von Gelder, tous ces gens qui ont fait le jazz et la musique étaient juifs, et s'ils n'avaient pas été là, ça n'aurait jamais existé. Donc après, ça devient une communauté d'intérêt, bien évidemment. Il y en a toujours un qui arnaque l'autre. Sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle, et le monde idéal malheureusement n'existe pas. Mais ça c'est un sujet passionnant, et d'ailleurs je crois que la faiblesse de la musique actuelle se joue pour ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus encore de rencontres entre différentes communautés, et je pense sincèrement que la crise qu'il y a eu aux États-Unis a fait que différentes communautés ont migré, et qu'on va assister, à mon avis, d'ici 10 ans, 15 ans, à des nouveaux courants musicaux. Comme quoi la mixité des races, c'est quand même pas mal dans certaines occasions. Au moins au niveau de la musique. Alors revenons à notre héros qu'on a laissé, ce pauvre homme, donc dans son bureau détective privé, avec cette femme qui va le voir et cette carte postale. Et donc Carole, c'est une jeune associée avec qui il a travaillé pendant ces années à la police, qui va le rejoindre. Et tous les deux vont mener l'enquête autour de cette carte postale pour retrouver ce qui est censé être le père de cette dame qui aurait envoyé cette carte postale et qui aurait un trésor secret à lui donner. Tout à fait, c'est le trésor. En fait, c'est l'autre sujet qui m'a énormément impressionné, c'est
le trésor nazi, ou les trésors nazis. Où sont passés les tonnes d'or. Les tonnes d'or qui ont été spoliées aux Juifs. Alors, d'abord, il y a un fait réel, c'est-à-dire qu'en 1944, Himmler, qui sentait que ça allait se casser la gueule, que ça allait dans le mur, réunit tous les chefs d'entreprise dans une auberge qui s'appelle l'auberge de la Maison Rouge à Strasbourg, et leur dit il faut absolument qu'on arrive à sauver nos avoirs pour essayer de reconstruire plus tard un quatrième Reich. Donc ça m'a donné une idée en disant tiens, ils sont en train de sauvegarder à l'export, et je me suis dit, là c'est romancé, mais peut-être pas d'ailleurs. Je me suis mis à la place d'Hitler en me disant tiens, si je devais sauver de l'argent, de l'or, etc., comment je me procéderais ? Par la mer, c'était pas possible parce que les Anglais contrôlaient tout. Par avion, c'était pas possible parce que les Alliés contrôlaient tout. Par terre, impossible, il y avait Staline de l'autre côté. Donc je me suis dit, ils vont charger des sous-marins et ils vont leur dire de partir avec des tonnes d'or. Donc ça, c'est le point de départ de l'histoire. Mais en fait, cet or donc, qui a été spolié aux Juifs d'une manière bien évidemment éhontée et complètement condamnable, il n'y a pas d'autre mot. Il y a eu une course effrénée pour le trouver parce que beaucoup avaient été cachés dans les mines. Il faut savoir que c'est très calcaire au niveau de la frontière avec l'Autriche et l'Allemagne. Et donc, vous aviez des kilomètres de galeries souterraines remplies d'or, de tableaux qui avaient été spoliés aux Juifs. Et donc, toute la course effrénée se fait entre Staline et les Américains pour être les premiers à mettre la main dessus. Donc, ils arrivent à mettre la main dessus. Ça part par un convoi spéciaux. C'est chargé sur un bateau qui arrive aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, ils se disent, mais c'est un peu con cette histoire. Staline est aux portes de l'Allemagne. L'Allemagne est totalement en ruine. La France est totalement en ruine. Si on ne fait rien, Staline va venir bronzer à Deauville. Donc, cynisme oblige, on réinjecte une partie de mémoire de ces 80 tonnes d'or dans l'économie allemande et française. Ça, c'est vrai. Et tout ça, c'est vrai. Et tout ça, c'est l'argent du peuple juif. Alors, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est pas le pire, ça. Alors, dans le livre, ils vont remonter la trace comme ça jusqu'en Tanzanie, et on verra pourquoi la Tanzanie, jusqu'au Yémen, même avec des liens qui sont rappelés dans votre livre, Chris Costantini, sur le grand moufti de Jérusalem de l'époque et les nazis. Ça, c'est vrai qu'on connaît un petit peu l'histoire. Enfin, nous, en tout cas, on la connaît bien, d'autres peut-être moins. C'était un élément important aussi pour vous dans ce livre de rappeler certains liens. Ma grande découverte, en fait, en ayant fait beaucoup de recherches pour écrire ce roman, c'est que contrairement à ce que tout le monde croyait, en tout cas moi le premier, à savoir que beaucoup de nazis étaient partis en Argentine se planquer ou en Chili. Pas tous. En fait, la plupart d'entre eux sont partis en fait dans le Moyen-Orient. Et j'ai voulu comprendre pourquoi. Et là aussi, en Syrie. Exactement. Et là aussi, mon inculture m'a fait tomber des nues. Le rôle du grand moufti Al-Husseini de Jérusalem, qui effectivement avait totalement épousé les thèses d'Hitler, nazi. Il faut savoir quand même que Mein Kampf était numéro 1 des ventes en livres dans tout ce bassin-là. Mais c'est toujours très très lu dans ce bassin-là. Et je me suis rendu compte, donc énormément d'anciens nazis étaient partis, que ce soit en Syrie, que ce soit en Égypte, que ce soit dans tout ce berceau-là, pour équiper l'armée, pour justement lutter contre la création d'État d'Israël et poursuivre la lutte. Et effectivement, Alois Brunner, dont on ne sait même pas s'il n'est pas encore en vie, qui a échappé à 2 explosions du Mossad. Non, je suis vraiment... mes bras sont tombés quand j'ai vu ça, effectivement. Vous avez bien fait, vous avez appris tout ce rôle qui était absolument épouvable, mais qui a été un penseur pour des Sadat, pour actuellement le père d'Al-Assad, et tout ça était des amoureux fous de Al-Husseini. Oui, ça c'est clair. Alors, ils vont voyager, le Mossad, vous en disiez un moyen instant, ils interviennent à un moment donné dans le livre. C'est impossible de faire un livre comme ça de recherche sans qu'il y ait le Mossad qui arrive. Mais non, mais parce que si vous voulez, moi je fais partie, je me rappelle très bien de quand on a arrêté Eichmann, et quelque part il y a une grande joie, même si j'étais jeune et je comprenais pas les enjeux. Forcément, ça c'est mon côté corse, mais il faut punir. Il paraît qu'il faut pardonner, mais non, à cet état d'exaction, il faut punir, il faut faire des exemples. Et j'étais assez heureux de voir que le Mossad, organisé comme il l'était, avait réussi dans son entreprise et continuait du reste. Il y a encore des nazis encore en vie ou des gens qui ont fait des exactions
informations sur lesquelles qui sont encore traquées. Voilà. Mais si vous voulez, je veux pas non plus, même si vous l'avez bien compris au niveau de ce livre, que j'avais envie de réhabiliter et d'expliquer un petit peu vraiment d'une autre manière toutes les souffrances que le peuple juif a enduré. Il faut aussi non pas mettre un bémol là-dessus, parce qu'on peut pas mettre de bémol, mais il y a des familles juives qui dénonçaient aussi des juifs. Il y a des familles juives aussi qui sont parties à New York avec un paquet d'argent et qui n'ont rien fait. Donc j'ai pas voulu rentrer dans un manichéisme ce qui est certain, c'est ce que j'ai aimé découvrir et ce que j'ai aimé expliquer, c'était peut-être moins bien que certains grands penseurs. C'est vraiment la souffrance que ce peuple a traversé, la spoliation qu'elle a traversée. Voilà, le livre est et ça, franchement, les bras m'en sont tombés. Quand je voyais le cynisme, comme quoi les nazis faisaient envoyer des cartes postales. Aussi, les Suisses, on va en parler, mais envoyer des cartes postales en disant rejoignez-nous, il fait beau, c'est génial, venez avec votre argent, qui étaient des fausses cartes postales pour que les Juifs viennent et qu'on les extermine derrière. Par contre, je vous dis, la Kriegsmarine, j'ai découvert que les types étaient absolument pas au courant. Alors c'est vrai, voilà, il y a plein de choses historiques qu'on découvre dans le livre, mais j'ai envie de dire là-bas c'est quand même un très bon polar aussi, puisqu'on va suivre comme ça l'enquête de Tell et de Carole. Il va lui arriver des sacrés soucis à Carole, mais bon, tout est bien qui finit bien, on dit à la fin. Oui, on va dire ça comme ça, tout est bien qui finit bien. Oui. Et vous allez voir, vous allez voyager aussi jusqu'en Tanzanie, jusqu'à découvrir les Pères Blancs. Et vous dites alors à la fin effectivement du livre, est-ce que vous appelez le making of ou vous relatez certains aspects de votre vie qui peuvent se mélanger avec le livre et où effectivement on va le rencontrer et il aura un rôle tout à fait particulier dans le livre. Le prochain livre est donc déjà écrit, Chris ? Le prochain livre est déjà écrit. Sur un autre sujet, vous allez mêler aussi la grande histoire avec... Non, je vais revenir à quelque chose de plus polar qui est la suite du numéro 1 et en fait on va être sur une enquête qui va être essentiellement basée à San Francisco. On va arrêter de voyager. Dans mon deuxième roman, on est entre New York et Copenhague. Ouais. Dans le premier, on est entre New York, Chicago et la Côte d'Azur. Et là, mon héros, qui est toujours détective, va aller à la recherche, là aussi une trentaine d'années après, à la recherche de l'assassin de sa sœur. Bon, vous reviendrez nous en parler. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup Chris Costantini. C'est donc L'âme de fond, c'est aux éditions Glyphe, Glyphe. Vous pouvez le trouver aussi, donc on peut le trouver sur Amazon, on peut le commander. Numéro 1 des ventes, j'étais très fier devant Marc Lévy et Guillaume Musso. Marc Lévy. Oui, j'ai éclaté. Je ne vais pas faire une réflexion sur Marc Lévy, mais enfin bon, je veux dire que c'est meilleur. Allez, 11h32 minutes, merci, un peu de pub. Et on se retrouve juste après avec nos prochains invités. À tout de suite.